Merci Isabelle. Donc bonsoir à toutes et à tous. Je ne serai pas tout seul hein, pour animer cette séance puisque Frédéric Imbert, le directeur du pôle emploi formation de la Fédération, va nous rejoindre d'ici quelques minutes. Et donc on sera deux pour animer ces thématiques qui sont très larges, hein. Vous l'avez compris, dans l'heure 30 qui nous est impartie, on ne pourra pas aller dans un approfondissement évidemment de toutes ces thématiques, mais l'idée c'est on a choisi certains angles et puis l'idée c'est de pouvoir vous présenter quelques éléments et puis de répondre à vos questions, d'échanger hein, comme on le fait habituellement sur ce parcours. Et puis peut-être avant de commencer, vous proposer un petit sondage pour à la fois mieux comprendre qui vous êtes, enfin répondre à quelques questions que je vais vous mettre à l'écran. Et puis ça nous permettra aussi de revenir aussi dessus. Alors, je pense que vous voyez mon écran. Vous avez deux possibilités pour accéder à ce sondage. Soit vous scannez le QR code avec un téléphone que vous auriez près de vous, soit vous cliquez, enfin, soit vous allez sur Internet, donc à l'adresse wooklab.com et vous rentrez le code événement qui s'affiche, donc ZQUSKM. Voilà les deux options pour se connecter. Je vais attendre quelques petites secondes avant de lancer les premières questions. Je pense que voilà, on n'est pas très nombreux, je pense que tout le monde devrait pouvoir se connecter. La première question est assez simple. Je vous demandais de vous identifier. Merci. Voilà, vous allez maintenant nous indiquer la fonction que vous occupez. Alors, peut-être vous avez plusieurs fonctions dans le tennis de table, donc vous pourrez répondre plusieurs fois. Voilà, on a des présidents et présidentes, on a un entraîneur bénévole, des secrétaires. Alors, n'anticipez pas trop. La question suivante, ce sera sur la structure, justement. Très bien, je vois que ça bouge plus. On va passer à la question suivante. Donc là, quelle est la structure dans laquelle vous œuvrez pour le tennis de table? D'accord, comité. On a un peu plutôt des personnes élues de comité ce soir, mais voilà, tous les niveaux sont représentés, j'ai l'impression. Ça me permettra d'orienter un peu mes présentations, puisqu'il y a effectivement un angle élu sur les instances déconcentrées de la fédération. Donc, parfait. Alors, depuis combien de temps êtes-vous élu? Ok. Élu à ce poste. Oui, dans le Hein. tennis de table, oui. Enfin, à ce poste, puisque le comité, je l'avais intégré avant d'être présidente. Ah oui, donc vous Donc aviez d'autres mandats d'élus, oui, c'est quel voilà. que soit le mandat, Ah. effectivement. Ou alors, je change. Bon, c'est pas grave. C'est pas très grave, oui. Oui, parce que là, vous aviez répondu en tant que présidente que c'était votre première année, c'est ça? Oui, c'est ça. Enfin, Alors, vous étiez élu avant, oui. voilà. Je comprends. Alors, la question suivante, c'est est-ce qu'il y a un ou plusieurs salariés dans votre structure? Entre-temps est arrivé Dominique Géronimi, salut, de ma ligue, et, et Fred, Frédéric Imbert. Bonjour. Bonjour. Bonjour à Bonjour. tous. Voilà, on vous, Bon, on vous tu invite joueras en après, étant. Dominique. Vous n'avez pas raté trop de choses puisqu'on a commencé par un petit sondage pour mieux connaître l'auditoire. Donc là, on avait une question sur l'existence ou non de un ou plusieurs salariés dans vos structures. Je m'aperçois qu'on aurait pu mettre une réponse avec aucun salarié. Ça peut arriver. Je ne sais pas si c'était Oui. votre cas, mais
En tout cas, voilà, plutôt des structures avec des salariés. Très bien. On va aborder tout à l'heure justement un peu la relation entre élus et salariés. Une question un peu là aussi sur une thématique qu'on abordera tout à l'heure. Donc, dans le cadre de votre mandat d'élu du tennis de table, avez-vous déjà rencontré la collectivité territoriale, que ce soit un élu ou le service des sports, pour une réunion de travail? D'accord, une majorité. Donc, vous avez déjà plusieurs expériences de ce type de réunion avec la collectivité. C'est très bien. On pourra échanger sur nos expériences respectives. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Je vous reposerai deux petites questions plutôt à la fin sur le parcours en général. Mais déjà, voilà, je vous remercie de ces premiers éléments de réponse. Donc, on va dérouler maintenant les différentes thématiques qu'a évoquées Isabelle en introduction. Alors, j'ai préparé un un petit support. Je vous partage. Donc, le premier point, donc pour aborder un peu ce qu'on a mis entre guillemets, hein, le métier d'élu, il y avait plusieurs éléments que j'avais envie d'échanger avec vous ce soir, euh, puisqu'effectivement, dans un parcours de dirigeant sportif, à un moment donné, on peut devenir élu d'une instance fédérale, que ce soit comité, ligue notamment. Après, généralement, ça vient après un parcours de dirigeant dans un club, bien évidemment. Et donc, on peut aussi s'interroger sur ce qui change en fait et ce qui est en tout cas important en termes de posture. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire être élu? On a chacun ses références et ça me paraissait intéressant là, de poser quelques jalons. Le premier que j'avais envie d'évoquer, c'est que finalement, le changement, quand on passe d'un club à être élu dans un comité ou une ligue, eh bien, c'est finalement, on est désormais au service de l'intérêt général du tennis de table en lien avec les missions de la Fédération française. Ça veut dire que, effectivement, les comités et les ligues sont des instances déconcentrées de la fédération. J'emploie souvent l'image en disant qu'on appartient à la même maison. Et donc, de ce point de vue-là, on est au service de l'intérêt général de notre discipline favorite, le tennis de table. Et que c'est pas anodin de le dire, puisque moi j'ai eu dans mon parcours à échanger avec justement certaines fois la difficulté à passer le cap entre j'ai ma casquette et mes intérêts sportifs issus de mon club, et quand j'intègre un comité ou une ligue, eh bien je dois prendre un peu de hauteur. Hein. Je dois prendre de la hauteur et je dois mettre un peu de côté, je dirais, les intérêts du club en disant, ben voilà, je partage une ambition plus large, que ce soit à l'échelle du département ou de la ligue, mais en tout cas, je partage avec d'autres clubs cette promotion du tennis de table. Donc ça, c'est un premier point qui est pas évident pour tout le monde. Le deuxième point, c'est que évidemment, donc, ça implique un dépassement des intérêts de son club, mais aussi un enrichissement avec d'autres expériences. Alors, c'est des expériences internes au tennis de table, simplement parce qu'on va être amené à échanger avec d'autres dirigeants, d'autres clubs, avec leurs spécificités. Donc, ça fait partie de l'intérêt d'être élu dans un comité, une ligue, évidemment. Même si on a l'occasion de le faire aussi dans des échanges plus informels lors des compétitions, bien sûr, mais lorsqu'on rentre dans une instance fédérale, eh bien, euh, là, on a une vision, je dirais, plus large des intérêts de l'ensemble des clubs de son territoire. Et puis, on va s'enrichir d'autres expériences dans d'autres disciplines sportives, puisqu'il n'est pas rare, en fait, qu'à l'échelle d'un comité ou d'une ligue, on soit sollicité par le mouvement olympique et sportif, par le mouvement olympique et sportif, pardon, que ce soit le comité départemental olympique et sportif ou le comité régional olympique et sportif de votre territoire,
il est à même d'organiser des rencontres thématiques, de vous solliciter pour participer à des commissions. Moi, ça a été mon cas, par exemple, lorsque j'étais en Pays de la Loire, j'ai contribué à la commission formation du CROSS des Pays de la Loire. Et donc là, c'est aussi une ouverture sur d'autres disciplines sportives. Et là, on peut se dire, finalement, on a des idées à prendre aussi chez les voisins. Et on s'aperçoit aussi qu'on peut être sous certains côtés, il y a des formes de concurrence entre disciplines à l'échelle de certains territoires. Ça, c'est quelque chose qu'on peut ressentir, hein, bien entendu. Mais il y a en même temps ce mouvement olympique et sportif qui fait qu'il y a de la solidarité, il y a des échanges assez francs et ouverts sur les bonnes pratiques. Et donc ça, c'est une vraie richesse. Lorsqu'on est élu aussi, on peut avoir un accès à d'autres associations. Je veux dire par là, alors des associations périphériques au mouvement sportif, par exemple, je pense à l'emploi avec les associations profession sport, par exemple, ou des groupements d'employeurs. Mais c'est aussi dans le champ de l'éducation, dans le champ du social, à travers des partenariats, eh bien, on va rencontrer des acteurs associatifs en dehors du sport. Et là aussi, c'est une richesse et une ouverture qui est permise dès lors qu'on est élu de comité de ligue. Alors, je ne dis pas que ça n'arrive pas quand on est à l'échelle d'un club, mais en tout cas, il y a une dimension à la fois plus large parce que souvent, nos interlocuteurs agissent eux aussi à l'échelle de leur département ou de leur région, bien entendu. Et puis, donc, cet enrichissement, il est même plus large à l'échelle d'un territoire, puisque on peut être amené à participer à des événements qui sont à l'initiative d'élus de la collectivité, par exemple, qui vont mêler en fait différents acteurs du territoire. Donc ça participe des actions de démocratie participative, mais aussi d'événements que la collectivité organise. Alors, j'ai cité de différents exemples, mais pour ma part, je me souviens avoir participé à un événement autour de l'économie sociale et solidaire, et les quelques acteurs du sport avaient été invités pour témoigner d'initiatives autour de la création d'emplois, par exemple. Donc voilà, être élu, c'est aussi des ouvertures très importantes. Euh, et ça ne concerne pas nécessairement uniquement les présidents, hein, d'autres membres du comité ou de la ligue peuvent être sollicités pour ce type d'échange et de contribution. Et puis, le dernier point que je voulais indiquer ici, c'est que, eh bien, mine de rien, c'est un engagement sur la durée d'une Olympiade. C'est voilà l'organisation des fédérations olympiques est calée sur le rythme des Olympiades, donc de 4 ans de mandat. Et donc, certains diront c'est court, d'autres c'est long. Je crois qu'il y a un peu les deux, évidemment. Ça passe vite, généralement, un mandat. Mais en même temps, on voit bien que voilà, il faut traverser certaines épreuves parce que c'est pas un long fleuve tranquille, 4 ans. Et donc, voilà, ça nécessite aussi de s'inscrire dans le cadre d'un projet, en l'occurrence le projet fédéral qui sera décliné sur votre territoire. Donc là aussi, c'est un point important parce que non pas que la dimension de projet n'existe pas dans les clubs, mais elle est peut-être un peu moins souvent formalisée. À l'échelle d'un comité et des ligues, c'est de plus en plus formalisé. Et puis surtout, c'est formalisé sur cette durée de 4 ans. Et donc, on a des plans d'action qui se déroulent ensuite et avec une répartition des tâches, bien entendu, qui s'opèrent. Donc, voilà, déjà ces différents points que je voulais souligner pour montrer que bah, dans le métier d'élu, il y a toutes ces dimensions, hein, la dimension de défense de l'intérêt général du tennis de table, une dimension d'ouverture qui va bien au-delà des intérêts de son club qui nous ont conduits d'abord à nous engager bénévolement, avec des ouvertures
sur d'autres clubs, d'autres sports, d'autres associations, et puis une vision de son territoire qu'on apprécie et qu'on a envie de défendre à travers le tennis de table. Et puis donc cette dimension de projet et de durée d'une Olympiade de 4 ans. Pour poursuivre, là, je vous ai mis un extrait du guide du club que vous connaissez, j'espère, qui est sorti en cours d'année dernière, et notamment ce schéma donc des relations du club qui vaut en fait qui permet d'avoir une vision de l'environnement hein, que j'ai évoqué en quelques mots tout à l'heure. Et je vais peut-être grossir un peu le schéma pour qu'on voit mieux, voilà. Euh, Puisqu'avec les différents codes couleurs, là, on voit hein, que, je dirais en rouge, on a vraiment ce qui est interne au tennis de table, donc avec des champs de relations qui sont liés aux licenciés, au public spécifique, aux différentes instances spongistes. Donc là, c'est le point de vue du club, mais on voit bien que si on se place en tant qu'élu de comité, puisqu'il y en a plusieurs parmi vous, ou élus de ligue, eh bien, on est des acteurs importants et donc il y a des interrelations. Et puis, évidemment, lorsqu'on est élu de comité ou de ligue, la relation qu'on va avoir avec les licenciés ou les publics, elle va changer un petit peu d'optique, puisque elle sera moins directe, évidemment, que lorsqu'on est dans un club, mais par contre, on sera dans une logique de promotion, de développement, d'attention à, je dirais, à la réussite des actions que vous menez avec votre association, et puis avec la mise en place d'indicateurs pour voir si les actions portent leurs fruits. Il se trouve qu'en ce moment, on a un élan très fort avec une hausse des licenciés. Et puis, depuis quelques années aussi, on a une diversification des publics. Et donc, ça, c'est une attention aussi qui est importante pour les élus. Et puis, en bleu, on voit tout le champ des partenaires institutionnels, les collectivités, les partenaires privés ou le champ de l'éducation. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de structures. Et donc, souvent, alors, pour les clubs, ils n'ont pas tous les liens avec toutes ces institutions-là. Mais quand on est à l'échelle d'un comité ou d'une ligue, eh bien, là, par contre, c'est beaucoup plus fréquent. Et bien entendu, au sein d'un comité directeur de comité ou de ligue, on se répartit les tâches entre élus, mais du point de vue d'un président, par exemple, voilà, il sera sollicité par la plupart de ses partenaires et institutionnels ou privés. Et puis en vert, on a indiqué des structures qui rendent des services au club. Il se trouve que lorsqu'on est élu de comité ou de ligue, on pourrait aussi être dans la couleur verte, puisque le premier service qu'on rend au club, historiquement, c'est la gestion des compétitions, c'est la gestion de stages pour les jeunes, et c'est la gestion de formation pour les bénévoles. Donc, c'est une offre de service qui tend à se diversifier à mesure que les politiques publiques du sport invitent les fédérations à élargir leur panel. Et donc, ça passe par exemple par de l'événementiel promotionnel, par la politique publique de sport santé, par les liens avec le lien avec le milieu scolaire, et j'en passe. Donc, là aussi, on voit bien que la dimension d'offre de service, ça fait partie de la culture qui se diffuse et qui est importante lorsqu'on participe à un projet fédéral. Voilà, je ne vais pas tout détailler, hein, bien entendu, mais on pourra y revenir si vous avez. Je vais vous laisser la parole tout à l'heure pour quelques questions. Alors, où j'en suis dans ma présentation? Je vais peut-être passer le temps des questions si je ne m'abuse. Donc, peut-être déjà sur ce premier temps, est-ce que ça suscite des questions et des interrogations de votre part? Non, pas pour le moment. Pas de questions, Bruno, mais peut-être juste une réflexion par rapport à ce que tu as dit sur le passage du club au comité.
Donc, moi, je vis ça avec certaines personnes autour de moi qui ont du mal de temps en temps à faire la part des choses, justement. Donc, des Mm. gens qui sont historiquement anciens dans le tennis de table, on va dire, et qui ont toujours tendance à privilégier un peu, qui ont du mal justement à prendre de la hauteur et à penser à l'esprit commun avant de penser à leur club, quoi. Donc, ça, c'est un piège qu'on peut rencontrer assez fréquemment, on va dire. En tout cas, Oui, c'est ce que je vis, quoi, au quotidien. oui, oui, c'est pour ça que je voulais en parler, parce que c'est inhérent à la culture sportive, hein, qui est une culture, la culture de la compétition nous amène à avoir des rivalités. Et souvent, voilà, on a chacun eu des histoires, je pense, dans notre vie de dirigeant de club, voilà, des rivalités avec tel ou tel autre club. Parfois, ça remonte à très loin, et pour certains d'entre nous, on a du mal à dépasser ça, parce qu'il y a des... Voilà. Mais je crois que lorsqu'on s'engage justement dans un comité, une ligue, c'est qu'on est prêt à dépasser ça et à coopérer. Parce qu'en fait, euh, je pense qu'ici, il y a un message aussi à retenir, c'est que euh, on aurait tort de chercher nos oppositions en interne. Je pense que s'il y a des effets de concurrence, c'est plutôt avec d'autres disciplines sportives ou avec d'autres activités, y compris dans des activités privées. Et donc, quand on porte un mandat d'élu de comité ou de ligue ou de fédération, eh bien, encore une fois, on doit défendre l'intérêt général du tennis de table. Et ça passe par le fait de dépasser voilà, des rivalités sportives qui sont finalement pas si graves que ça. Et on a beaucoup mieux à faire dans le sport aujourd'hui. Alors, je vais poursuivre aussi, toujours dans l'idée, hein, d'évoquer euh, évoquer le métier d'élu, hein, sans que ce soit restrictif, mais j'avais envie d'évoquer en fait les différents types de réunions de travail que, euh, que vous allez être amené à vivre. Euh, j'ai choisi cette catégorisation d'abord avec le fait d'avoir celles que l'on vit le plus souvent et qui sont nécessaires, mais pas toujours les plus, les plus enthousiasmantes. C'est ce que j'appelle les réunions descendantes, c'est-à-dire qui sont centrées sur la transmission de messages, d'informations. Alors généralement des messages clairs, hein, qui sont liés à des consignes ou des règles. Et donc il y a un des membres de la réunion qui transmet à l'ensemble du groupe ces messages. Alors évidemment, on pense aux réunions institutionnelles comme les AG ou les comités directeurs, hein, où euh, le, le, le- le locuteur s'adresse aux autres membres. Euh, donc là, on est voilà, du haut vers le terrain, vers le bas. Mais on a aussi à avoir en tête la possibilité d'organiser des réunions ascendantes cette fois-ci, qui sont là plutôt organisées donc pour éclairer l'équipe dirigeante, pour recueillir des avis, et notamment auprès des personnes qui sont directement concernées. Et puis, donc, ce recueil d'informations, bah, il va vous permettre de les centraliser, de les synthétiser. Et donc, c'est une pratique qui se développe un petit peu maintenant dans les associations, heureusement. Et donc, l'idée d'en parler ce soir, c'est peut-être de voir si vous en avez vécu ou si vous auriez envie d'en mettre, d'en organiser dans votre mandat. En tout cas, moi, je vous y invite parce que c'est souvent très riche. Alors, par exemple, je cite là un séminaire de travail sur les jeunes et la technique où des entraîneurs seront mobilisés, les dirigeants des clubs formateurs, les formateurs d'entraîneurs, pourquoi pas aussi des parents des jeunes concernés, avec l'idée de décliner le projet de performance fédérale. Bon, il y a plein d'autres exemples où on pourrait citer ce type de réunion ascendante. J'ai souvenir, moi, d'un comité qui avait, à l'issue d'une compétition de petits, hein, c'est une compétition de Benjamin, où il y avait eu un certain nombre de problèmes qui avaient déjà été exprimés précédemment. Et donc, la présidente avait pris l'initiative d'organiser euh, un petit débat, une remontée de terrain sur les améliorations que les parents et les jeunes souhaitaient
pour cette compétition et ça concernait notamment, je dirais, la durée, hein, le respect des horaires et puis la qualité des informations transmises par le corps arbitral et les organisateurs. Donc c'est voilà, c'est une remontée de terrain pour chercher à améliorer les choses. C'est très porteur. Deux autres catégories de réunions. Alors, ce que j'ai appelé des réunions transversales, donc là, qui s'inscrivent vraiment dans une logique de conduite de projet, et donc qui font fi de toute hiérarchie, on va dire, puisque généralement, le pilote du projet concerné, il va être amené à réunir toutes les parties prenantes qui sont susceptibles de, de- d'amener leur pierre à l'édifice au projet de manière plus ou moins directe. Donc là aussi, je vous ai mis un exemple en lien avec une compétition, hein, mais où on voit bien que les différents acteurs peuvent amener leur éclairage, leur point de vue et leurs compétences au projet pour que celui-ci soit le plus pertinent possible. Généralement, c'est des réunions qui s'inscrivent, voilà, il y a plusieurs étapes dans la conduite du projet, et plus le projet est complexe, plus la durée sera longue, mais euh, là aussi, en tant qu'élu, on peut être amené à participer à des réunions en dehors de son champ de compétences habituel. Voilà, par exemple, si on est trésorier, peut-être que on s'attend pas d'emblée à être invité à une réunion qui va concerner le développement de nouvelles compétitions. Eh bien, pourtant, une compétition, c'est un axe de développement qui vise peut-être à, à capter de nouveaux licenciés et donc il faut mettre en place un modèle économique autour de ça. Donc, le trésorier peut avoir son point de vue. Et puis, je vous ai cité aussi les réunions créatives. Alors, des réunions créatives, là, qui s'inscrivent peut-être plus dans une vision prospective pour anticiper des changements ou bien favoriser l'innovation. Et ces réunions, elles font souvent appel à ce qu'on appelle les méthodes d'intelligence collective, où en fait, on va prêter attention dans la méthode à suivre certaines étapes pour favoriser à la fois la créativité de chaque membre de la réunion, puis à une étape qui va plutôt viser à resserrer les points de vue et à trouver des points de consensus pour à nouveau peut-être repartir sur des propositions concrètes qui amèneront, je dirais, je dirais à prototyper une solution, un service nouveau, une nouvelle compétition, que sais-je encore. Là, l'exemple que je vous ai mis, voilà, aussi dans le domaine sportif, hein, réfléchir à l'évolution des formats de compétition au niveau de mon département à l'horizon 2028. Donc là, on se projette un peu plus loin encore et de se dire, ben, en fonction de ce que je comprends des publics, de l'attractivité du tennis de table en ce moment, des gens qui ont envie de jouer, de leur disponibilité, de leurs usages du numérique, mais aussi je vais tenir compte des salles disponibles. Est-ce que j'ai des nouveaux équipements? Est-ce que j'en ai d'autres qui ferment ou qui deviennent payants, etc. Je vais prendre un ensemble de problèmes et d'éléments de contexte pour chercher avec le groupe à trouver des solutions et à anticiper ces changements. Voilà, donc là, j'aurais pu encore être un peu plus long, mais dans mon vécu de bénévole, j'ai eu la chance justement que ce soit dans le tennis de table, mais aussi dans les invitations à des événements ou avec le cross, à découvrir aussi ces différents types de réunions. Et donc, on n'a pas la même posture, hein. On ne nous demande pas la même contribution. Et j'avais envie d'échanger ces éléments-là aussi avec vous pour peut-être voir si justement vous les aviez vécus de votre côté, ou si en tout cas elles vous paraissaient intéressantes pour mener le travail qui est le vôtre dans votre comité ou votre ligue. Je vais faire à nouveau une petite pause peut-être pour voir si vous avez des remarques ou des questions, et puis surveiller le temps parce que j'ai peut-être été un peu long déjà. Frédéric qui me dit oui.
Alors, on va peut-être enchaîner, Frédéric, je crois que la partie suivante, et puis on a prévu un autre temps euh, d'échange avec vous. Bonjour à tous, excusez mon retard, j'étais à la fête d'aujourd'hui, donc de retour dans les transports en commun. Donc, je suis arrivé un peu en retard. Tu peux partager du coup, je t'avais envoyé mes diapos, Bruno, tu partages Ouais, ou... ouais, oui. D'ailleurs, tiens, oui, tu vois, j'en avais encore une à commenter avant de te donner la parole, Voilà. mais ça va être assez rapide. Je reprends la parole dans 20 minutes. Non, simplement, oui, mais ça fait un peu la transition avec ce que tu vas dire, c'est que évidemment, quand on commence un mandat dans une nouvelle structure, hein, on découvre la structure, bah, c'est important de prendre en considération l'organigramme, d'identifier son rôle dans l'organigramme, hein, qu'on soit dans le bureau directeur, qu'on ait un rôle important ou moins important au sein d'une commission. Est-ce qu'on a une responsabilité d'une commission ou est-ce qu'on est un simple membre? Eh bien, en fonction de l'organigramme, bah, c'est important de se repérer pour identifier les différentes interactions que vous allez avoir avec les autres élus. Et voilà, il y a des commissions, il y a des groupes de travail qui sont qui sont aussi, qui complètent parfois l'organigramme et qui se font parfois en cours de mandat. Et puis, les interactions avec les salariés lorsqu'il y en a. J'ai vu que vous étiez tous concernés par le lien entre élus et salariés qu'on va aborder. Euh, donc là, c'est important aussi quand, en tant qu'élu, vous allez représenter hein, votre comité ou votre ligue vis-à-vis des clubs. Et il n'est pas rare que dans une compétition, on vous pose la question. Voilà, j'ai tel problème, qui s'occupe de ça au comité? Donc, c'est important de bien maîtriser l'organigramme pour guider les clubs et vers les bons interlocuteurs et être en capacité de leur répondre. Dans la collaboration, de plus en plus, hein, il y a des délégations écrites qui sont effectuées pour responsabiliser chacun sur les tâches qu'il a à accomplir. Alors évidemment, sur les rôles de président, secrétaire, trésorier, là, l'écrit, il est statutaire, donc il est suffisant généralement pour comprendre les missions qu'on doit accomplir. Mais lorsqu'on est simplement élu membre d'une commission, bah ça peut être important que le président ou le secrétaire général écrive un peu ce qu'il attend de cet élu-là pour l'accompagner, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, et puis ouais, que les choses soient claires et lui donner l'autonomie nécessaire aussi pour qu'il atteigne les objectifs que vous lui donnez, avec les contraintes liées évidemment à sa mission. Et en ce qui concerne donc la collaboration avec les salariés, bah, là je dirais que c'est important d'avoir un regard sur les métiers du tennis de table. On a tous en tête le métier d'éducateur sportif dans un club, hein, si on vient d'un club. Bah, quand on arrive dans un comité ou une ligue, voilà, le métier d'éducateur sportif, il existe toujours, mais avec un positionnement différent. Et puis, on a affaire aussi à des personnels administratifs, à des chargés de développement parfois à des directeurs. Il y a de plus en plus de directeurs à l'échelle des ligues, notamment, et donc à des managers. Donc, comment on collabore avec chacun, c'est bien identifier leurs missions, leurs compétences. Et puis, si vous avez à collaborer avec eux, c'est de poser dès le début du mandat des modes de collaboration, comment on travaille ensemble, comment on se rencontre, euh, comment on rend compte de nos échanges aussi. Ça, c'est important et donc de respecter la place de chacun. Je crois que c'est important et on peut avoir aussi des conflits qui naissent parce que on a une méconnaissance des périmètres de chacun et un élu peut, entre guillemets, marcher sur les plates-bandes du salarié et inversement. Et donc là, il faut poser les règles d'une bonne collaboration parce que c'est votre responsabilité, je dirais, d'asseoir cette bonne collaboration pour que euh, votre instance fonctionne normalement. Euh, c'est jamais bon hein, quand il y a un conflit entre élus et salariés, eh bien c'est toute la structure qui va en pâtir. Donc mettre toutes les chances de son côté pour que les choses se passent bien, c'est très important.
À toi, je crois, Frédéric. Voilà. Merci Bruno. Donc, enfin, vous le savez, on a eu l'occasion d'échanger lors de ces webinaires. Je suis le directeur de la formation du pôle formation emploi de la Fédération, du pôle emploi formation, pardon Isabelle. Et je suis également à côté un élu local. Je suis maire d'une commune depuis 10 ans maintenant, une commune de 1000 habitants à peu près, et premier vice-président d'une communauté de communes là, de 16 000 habitants. Donc, je vais plutôt prendre ce soir la vision qu'un élu peut avoir dans les relations avec les associations. Alors, ma vision peut être biaisée, parce que forcément, vous imaginez, lorsque moi je m'en place, j'ai un regard plutôt bienveillant pour la pratique sportive, hein, étant fonctionnaire du ministère des Sports. Mais en tout cas, j'essaie de donner quelques clés, c'est vraiment valeur que de témoignage, hein, pour que vous puissiez peut-être avancer, faire évoluer les relations que vous pouvez avoir avec les collectivités. Alors rapidement, l'organisation du sport en France, elle s'est plutôt complexifiée ces dernières années avec notamment la création de nouveaux services de l'État qui sont les services départementaux emploi, jeunesse, et puis les SDGES au niveau départemental, les DRAGES au niveau régional, donc qui ont remplacé les directions départementales jeunesse et sport et les directions régionales. Donc là, c'est les services de l'État. Vous avez en tant que club essentiellement des liens avec les services départementaux, et en tant que comité aussi, puis en tant que ligue plutôt avec les DRAGES. Voilà, en fonction des thématiques, quand même, un club peut s'adresser à la DRAGES, notamment sur les dossiers équipements structurants, et puis un comité également. Au niveau des collectivités, rapidement, là, peu d'évolution, si ce n'est l'impact qu'a pu avoir la fusion des régions, l'apparition des grandes régions, qui fait qu'on constate, moi je le constate, c'est vraiment un éloignement du conseiller régional. Avant cette fusion, on avait contact facile avec la région, c'est plus complexe aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des liens directs avec des élus de la région, c'est quand même pas simple. Et puis le fait d'avoir des binômes hommes-femmes au niveau des départements font que sur des manifs, par exemple, il est plutôt facile, à l'inverse, d'avoir un lien et des contacts avec les départements. Au niveau local, donc la commune, et l'intercommunalité, alors en fonction de la taille, soit une métropole, soit une agglomération, soit une communauté de communes. C'est lié à la taille de de la ville où vous vous situez, ou du village. Et là aussi, alors là, des compétences, hein, sachez que la commune a une compétence générale, c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'elle peut s'attribuer toutes les compétences, voilà, sauf celles qu'elle délègue à la communauté de communes. Voilà, donc, par exemple, il y a des communautés de communes qui ont délégué des communes qui ont délégué leur équipement sportif, la gestion de leur équipement à leur communauté de communes ou à leur métropole ou agglo. D'autres qui ont gardé cette compétence. Pareil pour le niveau scolaire ou périscolaire ou extrascolaire, parce que je vais l'évoquer après. Donc, il faut bien, il y a un enjeu qui est important pour vous, c'est que vous identifiez bien ces compétences au niveau local, que vous identifiez bien la compétence et je dirais les interventions, les crédits d'intervention que vous pouvez avoir au niveau départemental et régional. La compétence sport est une compétence facultative pour les régions et les départements. La plupart l'ont, mais c'est vraiment très diverse d'un département à l'autre, d'une région à l'autre. Voilà, et ça, il y a vraiment besoin de la connaissance. Et sur les niveaux départementaux et régionaux, vous trouvez dans tous les cas les règlements d'intervention, notamment des subventions. Et c'est intéressant que vous puissiez les avoir et voir sur quel champ vous positionnez, à la fois sur l'aspect sportif, mais des moments on peut se positionner sur d'autres thématiques événementielles, communication,
éducation, etc., en fonction des priorités de ces collectivités. Vous avez également, pour finir, hein, le mouvement fédéral, je ne vais pas revenir dessus, parce que vous le connaissez par cœur, hein, de l'échelon local jusqu'à notre fédération. Et puis le mouvement olympique, avec, et là c'est à titre d'info, mais vous le savez sûrement, les comités départementaux olympiques et régionaux qui ont notamment en charge la formation des dirigeants et qui proposent dans toutes les régions, dans quasiment tous les départements, une offre de formation souvent gratuite à destination des dirigeants que vous êtes. Voilà, sur plein de thématiques, donc n'hésitez pas. Là aussi, soit vous avez un lien direct, soit vous avez le site internet où vous pouvez avoir ces infos. Voilà, je ne sais pas si vous avez des remarques là sur le cadre général. Voilà, merci. Je vais faire maintenant plutôt un focus, si tu peux avancer. Merci, Bruno. Là, voilà, donc j'ai 3-4 diapos maintenant, plus sur le lien entre la municipalité, les associations ou l'intercommunalité. Je le répète, c'est vraiment en fonction des niveaux de compétences qui sont attribués à l'une ou l'autre de ces structures. Et l'importance de sortir de la logique, je veux dire, la logique de subvention. Alors, les subventions, c'est quelque chose d'important, mais des moments, on peut dépasser cette logique de subvention pour aller, on le verra, plus sur une logique de conventionnement, de contractualisation et dépasser peut-être le cadre sportif. Avec une première chose, c'est l'importance, moi je suis très sensible, de créer des liens de qualité et d'échange avec les dirigeants associatifs. Alors, moi, sur un petit village, c'est sans doute plus simple. Dans ma commune, il y a quand même 14 associations. Donc, ce n'est pas qu'une assoce, hein. Il y a en gros 150 bénévoles, ce qui est pas rien. Donc, moi, je suis forcément attaché à connaître ces bénévoles et puis notamment l'équipe dirigeante, à participer alors à soit des rencontres sportives, soit des moments festifs, conviviaux organisés par ces associations. Bien sûr, en fonction de la taille de votre commune, c'est plus ou moins important et ce ne sera pas le maire que vous allez avoir comme interlocuteur, mais ça peut être le conseiller délégué, l'adjoint en charge des sports, notamment, ou le vice-président quand c'est une intercommunalité en charge des sports ou des équipements sportifs. Et il faut être attention, parce que moi, je le vis des fois, à l'accueil qu'on peut faire quand un élu vient sur une manifestation ou sur un temps formel, à l'accueil qu'on peut faire et puis au message bon ou mauvais qu'on peut faire passer dans ces moments. C'est-à-dire, moi, ça m'est arrivé d'être dans des AG où on est placé au fond de la salle. Alors, je n'exige pas d'être à la tribune, où on ne nous donne pas la parole, où on a l'impression de gêner. Alors, voilà. Puis, on a d'autres AG, par contre, où on est vraiment dans une logique de partage, d'échange, de co-construction. Forcément, vous imaginez bien que l'attention que je peux avoir en tant que maire va être différente en fonction de cet accueil. Je vous le dis, je suis pas le roi quand j'arrive dans une AG ou quand j'arrive sur une manif. Bien au contraire. Mais je pense qu'il y a un niveau minimum d'accueil à avoir et de prévoir peut-être. Et je sais que quand on organise, par exemple, une compétition, eh ben, on est tous au four et au moulin. Mais c'est important quand même qu'il y ait une personne dédiée à l'accueil des partenaires et pas forcément que les élus d'ailleurs, parce que vous pouvez avoir des partenaires privés. Attention à poncer un accueil spécifique, voilà. Sans faire des montagnes, mais un élu, quand il arrive sur une manif, il peut connaître personne ou pas grand monde. S'il se sent isolé, il n'aura pas forcément envie de revenir. Voilà. Donc, pensez à construire une relation qui soit de qualité déjà par ces moments. Et ensuite, une étape importante, hein, c'est que l'élu local puisse connaître le projet du club. C'est important, moi, je pense, de formaliser. Ce n'est pas forcément un doc de 50 pages, bien au contraire, mais qui est un petit document ou un temps d'échange
qui permettent à un élu local de voir qu'il y a un vrai projet, d'accord? Il faut vraiment, quand je participe aux AG, j'en ai fait imaginer à différents niveaux, hein, dans mon club, dans ma collectivité, dans mon ancien boulot, etc. On voit tout de suite, de la manière dont se déroule l'Assemblée générale, par exemple, le niveau de structuration d'un club, d'un comité ou d'une ligue, et puis la capacité à cette structure à se projeter, à avoir construit un projet et à avancer sur ce projet. Et forcément, on y est sensible, et de plus en plus sensible, je dirais. Voilà. Aujourd'hui, de plus en plus dans la logique de subvention, l'argent public devient rare, et donc on est de plus en plus vigilant au sens qu'on donne en tant qu'élu à la subvention qu'on attribue. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de construire ce projet, et puis quand vous construisez ce projet, vous pouvez même aller plus loin en le co-construisant, et notamment en identifiant des objectifs de ce projet. Moi, j'aime bien dire des défis, qui sont partagés par la collectivité sur des thématiques. En fonction de la collectivité, il y a des priorités. Ces priorités, elles peuvent concerner le sport, l'éducation, politique d'accessibilité, enfin, etc. Donc, essayer de réfléchir, bien sûr, aux priorités pour le club, mais à inscrire dans ces priorités des axes partagés avec la collectivité. Maintenant, si tu peux avancer. Alors, j'ai avancé, j'espère que ça s'affiche bien. C'est parfait, c'est parfait. Voilà, moi, ce que j'ai dit, moi, je suis intervenu dans mon premier mandat auprès de la SOS des maires de mon département sur cette notion de relation partenariale gagnant-gagnant, c'est-à-dire sortir un peu d'une logique de subvention, ce qui n'empêche pas de verser des subventions, et d'être plutôt dans une logique de co-construction. On a, en tant qu'élu, je vous l'ai dit, des priorités. Moi, par exemple, mon conseil municipal est très attaché à la jeunesse, à l'animation du village, à la pratique sportive, vous imaginez pourquoi, et en tout cas à l'activité physique. C'est un message que je porte sur les enjeux de l'activité physique, sur la lutte contre la sédentarité, contre les maladies chroniques, etc. Et donc, moi, j'ai construit des partenariats avec des clubs, des associations sportives, où on travaille à la fois sur l'organisation d'événements, qu'ils soient sportifs, culturels. Par exemple, on organise une fête du sport qui réunit l'ensemble des associations, qui est animée par l'ensemble des associations, qui est à la fois une vitrine pour notre village, donc là, moi, je m'y retrouve, qui permet d'offrir une journée sympa aux habitants, je m'y retrouve aussi, et puis qui permet au club de récupérer ce jour-là des nouveaux adhérents et de faire la promotion de leur activité. On est sur du gagnant-gagnant. Comme par exemple, j'ai confié à une association du village l'organisation de stages sportifs pendant les vacances. Ce n'est pas une délégation de service public qu'on fait avec un organisme d'éducation populaire. Je travaille vraiment avec une association du village, et il y a une vraie réussite où là, je parlais de contractualisation. La commune prend en charge, par exemple, 3 € par demi-journée des gamins du village qui vont participer à ces activités. Et ça fonctionne très bien. Donc, moi, c'est ma sensibilité. Donc, il y a des enjeux, des attentes fortes aujourd'hui autour du sport santé. Si vous êtes, en fonction de la commune ou de la ville où vous êtes, il peut y avoir des attentes autour du sport dans les quartiers, du sport inclusion, d'autres sur le sport scolaire, le périscolaire. Donc, il faut que vous soyez attentifs, parce que ça peut permettre de créer un autre lien sans vous pervertir, et ça, c'est important. Il ne faut pas non plus que votre club soit uniquement au service de la collectivité. Moi, je tiens à ce que les clubs, moi, par exemple, j'ai un club de futsal qui est le meilleur de la région dans mon village. Moi, je tiens à ce qu'il garde sa culture sportive, mais également qu'on puisse travailler intelligemment sur le sport scolaire, par exemple. Alors, j'ai pas de souci d'inclusion de quartier, etc., mais plutôt sur la dynamique et l'animation du village ensemble. Et on s'y retrouve
de cette manière. Et après, on est plus, je l'ai dit, sur... on dépasse la logique de subvention pour être plutôt dans une logique de co-construction de projets ensemble. Et la commune amène des moments où je ne vote même pas une subvention. En fait, je paye presque de la prestation, si vous voyez, ou une aide pour des jeunes, etc., comme je l'évoquais sur les 3 € par gamin. Donc ça, c'est quelque chose qui est important et qui... Alors bien sûr, tout ne dépend pas de vous. Il faut qu'il y ait la volonté municipale, la volonté locale. En tout cas, quelle que soit la collectivité, les élus auxquels vous avez affaire, ils ont des lubies ou des priorités ou des enjeux en tout cas. Donc, cherchez à les identifier et voyez comment, sur certaines actions, vous pouvez vous positionner puis construire des choses ensemble, sachant qu'au ping, on a la chance. Le ping, c'est un sport accessible, facile à mettre en place. Moi, au départ, je viens du kayak. Imaginez, c'était plus complexe. Et on arrivait à faire des choses sur l'aménagement du territoire et le tourisme, par exemple. Le ping, ça peut fonctionner, on parlait dans les quartiers. C'est un sport qui plaît à tout le monde. Donc, il y a une vraie réflexion à avoir sur le positionnement de notre pratique, le rayonnement de notre pratique au niveau local. Il y a des vraies opportunités, surtout avec le contexte qu'on connaît aujourd'hui. On est envieux. Aujourd'hui, j'étais avec le DTN adjoint du judo, c'est quand même pas rien, le judo, qui envie la fédération du ping par son rayonnement et parce l'image qu'elle véhicule aujourd'hui. Donc, sachons en profiter. Un petit focus maintenant, donc la diapo d'après, sur il y a des enjeux d'emploi. J'ai vu que la plupart, vous êtes des clubs employeurs. Alors, quand le club peut employer tout seul, tout va bien, il n'y a pas de souci. À certains moments, on se rend compte qu'on est en difficulté pour créer un temps plein. Donc après, il y a trouver quelqu'un de manière ponctuelle, c'est pas simple. Là, moi, ce que j'ai pu mettre en place, alors pas avec le ping sur mon territoire, mais également avec le futsal, là, sur l'impulsion de la municipalité, on a créé un emploi partagé, donc c'est sportif, un éducateur sportif, c'est plutôt rare sur un territoire de 1000 habitants. Et notamment, cet emploi, il intervient sur le futsal. Il y a 300 adhérents aujourd'hui dans le club de futsal. Il intervient pour l'autre assoce qui organise les stages pendant les vacances scolaires. La commune le finance pour encadrer le sport à l'école. Donc, les gamins, ils ont le droit, chaque niveau a le droit à 1h30 de sport par semaine à l'école. Et puis, également, il intervient sur le périscolaire. Donc, ce qui permet d'avoir un éducateur à temps plein sur le village, voilà, un éducateur sportif, et puis ce qui permet au club de futsal de s'y retrouver, d'avoir un entraîneur, etc. Donc, de renforcer son niveau sportif, par exemple, d'avoir construit, d'avoir une politique de formation des jeunes vraiment intéressante. Créer une section sportive avec un collège et un lycée notamment. Et puis également, moi je m'y retrouve parce que cet éducateur, il intervient auprès des écoles, il intervient auprès du Périsco, il intervient payé par une autre assoce sur les vacances. Donc ça a un coût acceptable. Attendez, je branche mon ordi. Patrice, voilà, un coût acceptable pour une collectivité comme celle de mon village. Voilà. Bien sûr, je vous le dis, là aussi c'est un choix politique, mais moi je l'évoque souvent. Excusez-moi, je me balade en même temps. Je vais à la recherche de ma prise. Voilà. Je l'évoque souvent, vous voyez toujours là. C'est bon. Je l'évoque souvent avec des clubs de ping, là, quand on bosse sur l'emploi. Sur l'emploi partagé, alors, dans notre discipline, il y a des comités qui proposent des emplois partagés, il y a des groupements d'employeurs. On a peu testé la piste du partage local avec d'autres, soit collectivités, comme je viens de l'évoquer, soit avec d'autres clubs sportifs. Voilà. Mais il y a des pistes à tenter, notamment une réflexion sur le diplôme
Et donc, et l'intérêt peut-être d'avoir un diplôme EPING, bien sûr, mais auquel on laisse passer, par exemple, un BPGEP activité physique pour tous, ce qui peut lui permettre d'encadrer l'ensemble des pratiques sportives, des spécialistes de ping, et puis d'aller à d'autres moments, d'autres créneaux horaires, par exemple, encadrer je parlais à l'école, encadrer le périscolaire, ou encadrer, par exemple, de la randonnée nordique senior, ou je sais pas quoi, à d'autres moments de la journée. Voilà. Voilà, et puis dernier témoignage, la station de l'emploi. Dernier point, Bruno. Pardon. Sur la politique d'équipement, moi aussi, c'est quelque chose que je pousse aujourd'hui à la fédération. Je pense qu'il y a une vraie limite au développement du ping, c'est nos salles. C'est-à-dire que soit vous n'avez pas de salle spécifique, soit la salle spécifique, si vous en avez, tant mieux, mais elle est trop petite. Je pense que là aussi, vu le contexte qu'on vit, il y a l'opportunité de porter une politique d'équipement. Il y aura aujourd'hui une oreille attentive des élus pour le ping, qui n'y avait peut-être pas encore il y a 2 ou 3 ans. Je pense que là, il y a une fenêtre de tir à saisir, même si le contexte, alors, pour vous, vous n'êtes peut-être pas sensible. On arrive, c'est la dernière année de mandat au niveau municipal, les élections municipales, c'est l'année prochaine. Donc, là, il y a la fenêtre de tir, c'est peut-être d'avoir un travail avec les élus qui vont entrer en campagne et puis peut-être intégrer des équipements sportifs dans leur projet. Donc, ça, c'est une chose pour être prêt pour 2026. Et une vraie complexité, par contre, pour faire émerger un projet avant les élections municipales. C'est-à-dire pour que vous ayez une salle avant les élections municipales, sauf si le projet est enclenché, bien sûr. Sinon, ça peut être complexe parce que on finit les projets, pour la plupart des communes, on finit les projets sur lesquels on s'était engagé. Par contre, il y a une fenêtre de tir pour lancer de nouveaux projets. Un plan d'équipement, c'est toujours long. Moi, je disais dans le kayak, entre le moment où un président de club a l'idée de construire un club et le moment où ça se réalise, il faut entre 5 et 9 ans. Voilà. Ça peut aller plus vite à certains moments et je vous le souhaite, mais souvent, c'est ça. Sachez, là aussi, alors il y a bien sûr, je reviens à ce que j'ai dit en intro, le lien que vous pouvez construire avec les élus, le fait que ces élus trouvent aujourd'hui, ça commence par ça, ils disent oui, je vois un intérêt à agrandir ta salle de PIM, à avoir une salle de PIM dédiée. On a besoin de 2 choses aujourd'hui quand on est élu local, sur l'accompagnement de la fédération ou d'un club, d'une structure, et la fédération peut vous aider là-dessus. C'est un cahier des charges. Les communes, en fait, la difficulté qu'on a, c'est de travailler avant le choix de l'architecte, par exemple. Donc, on a besoin pour ça d'un cahier des charges. Voilà, si j'ai un club de tennis, ou un tennis c'est simple, mais de basket qui veut construire une salle, moi, j'y connais rien. Donc, il va falloir qu'il m'apporte un cahier des charges précis sur les éléments et peut-être d'avoir plusieurs dimensionnements. Moi, ce que j'avais fait en kayak, j'avais le petit club, le club et le grand club, je ne sais plus comment j'avais appelé ça, et c'était des cahiers des charges type pour permettre à la collectivité de faire une consultation et choisir l'archi. Ça, c'est le premier outil dont on a besoin. Après, une fois qu'on a l'archi, ça roule. Et le deuxième outil, c'est un accompagnement sur les solutions de financement. Les communes, on a le droit à avoir 80% de subventions et on a la recherche de ces 80% de subventions. D'accord ? Donc, nous, on a des leviers. Souvent, on a la DETR, c'est une subvention spécifique pour les communes, notamment les communes rurales. Il y a des communes spécifiques pour les villes, les crédits spécifiques. Il y a des crédits départementaux. Les départements financent souvent beaucoup les équipements sportifs. Des fois, les régions quand c'est des équipements structurants. Et après, on a besoin de conseils de la part du mouvement sportif sur les subventions sportives qu'on peut obtenir, comme par exemple l'ANS, etc. Et il y a une vraie réflexion à avoir là-dessus. Je profite de faire passer le message à Isabelle. Je pense sur les accompagnements qu'on peut avoir pour les clubs qui font émerger des projets et sur une vraie politique d'équipement structurée pour accompagner les clubs qui souhaitent, je le dis, pour moi, l'enjeu, le développement, il passera par là,
agrandir les salles, avoir des salles dédiées, les rénover, etc. Voilà sur mon témoignage. Je vous dis, ça ne vaut que témoignage et qu'un cas particulier. Je ne sais pas s'il y a des questions, des remarques, des réflexions. Merci Frédéric, oui, d'avoir accepté de témoigner avec ton autre casquette. C'est très riche. Donc, peut-être la parole de votre côté si vous avez des questions ou des remarques ou des témoignages à apporter sur cet aspect de la relation avec les collectivités. On voit que la moitié. Ah, c'est bon. Bonsoir. Bonsoir. Non, mais je rejoins tout à fait. C'est vrai que depuis que je suis présidente du comité, je me balade beaucoup dans le territoire du Nord et les relations avec les élus, avec les mairies, les collectivités, etc., c'est hyper important justement pour que les clubs puissent évoluer. Là, moi, je vois dans certains endroits où ça se passe bien, ils ont pu avoir un nouveau sol. Ça a l'air, mais c'est très important. Surtout que des fois, il y a des mairies un petit peu spéciales, dirons-nous, avec des vues un petit peu spécifiques. Hein, je dirais ça très gentiment. Et c'est vrai que, alors des fois, moi, il y a des clubs qui m'appellent aussi. Ils savent que le maire ou la maire va venir, pour que je puisse, voilà. Et le fait de rencontrer un ou une présidente de comité, voire de ligue, il y a des choses qui peuvent permettre de fluidifier le rapport. Bon, après, il faut aussi que le club sur le terrain, parce que j'étais présidente de club aussi avant, on participe à la vie de la commune, quoi. Mais je sais que les clubs n'hésitent pas à m'appeler pour que je vienne au moment de certaines manifestations pour rencontrer alors le maire ou l'adjoint au sport, enfin peu importe. Oui, bien sûr, oui. Voilà. Samuel, tu as levé la main. Moi, de mon côté, c'est un peu le cas des mairies un peu spéciales, où certains clubs de sportifs plutôt collectifs, pour ne pas citer les noms, sont privilégiés. Depuis, c'est pas depuis quelques années, hein, on est sur une dizaine ou une quinzaine d'années, et malgré des efforts pour justement moi, pour vous donner ma spécificité, c'est que mon sol spécifique, c'est un enrobé. Donc, en fait, on joue sur un parking, soyons honnêtes. Donc, c'est un petit peu dur. Alors, ça accroche super bien. J'ai pas un problème. On a essayé d'aller en amont, de faire venir des experts à la place de la mairie, de prendre un peu de sous de notre trésorerie pour le faire. Et ça avance pas. Ça avance pas. Alors, tu habites où? C'est quelle ville? Enfin, je suis à Esnay. Je suis à Esnay en Vendée. Donc, combien d'habitants dans ta commune? Ils sont passés à 10 000 habitants. Donc, ça y est, vu que la ville est passée au-dessus des 10 000, ils n'ont plus autant de subventions. En fait, on fait partie des petites grandes communes, on va dire, maintenant. Donc, et il y a des sports qui sont privilégiés, soyons honnêtes. Donc ça, je ne suis pas surpris. Après, je pense vraiment, alors c'est un travail de longue haleine. Ouais, se positionner. Tu vois, c'est pas de prendre l'entrée, changer mon sol, c'est de prendre l'entrée, apporter d'autres services pour créer d'autres liens, puis que le changement du sol soit un jour une conséquence, quoi. Je pense vraiment à ça, moi. Au sein du club, on a quand même, je ne sais pas si ça vous parle, mais Hervé Morel qui a initié tout ce qui est ping Parkinson avec le premier Open Parkinson, etc., qui est champion du monde en double Parkinson. Donc ils en profitent, ils font de la pub, ils n'hésitent pas. Mais à côté de ça, ça bouge pas de mon côté, quoi. Et j'ai beau leur sortir des devis, enfin vraiment essayer de leur mâche, je leur mâche vraiment le boulot. Je passe vraiment beaucoup de temps. Ils disent qu'ils n'ont pas envie de faire, ou ils disent c'est trop cher, ou ils disent on a envie de faire, mais c'est trop cher, mais là typiquement ils vont refaire des stades pour du foot, et le budget par exemple, on parle en millions d'euros, quoi. Et mes devis pour mes sols, on parle en dizaines de milliers d'euros. Il y a un différentiel x 100. Alors je vais je sais pas quoi faire. De la vue d'un élu, alors c'est caricatural ce que je dis, mais
l'argent n'est pas le problème, en fait. Une Bah fois non. une fois qu'on l'a décidé, je te dis, si on a, tu vois, moi, si je sais pas combien, tu dis, je sais pas, c'est 50 000 euros. Ouais, c'est ça. Ça va être ça. C'est Bon. exactement ça. C'est ce genre de Donc, tu budget. vois, pour la collectivité, si elle monte bien. Alors, sur un sol, c'est peut-être compliqué d'avoir 80 000 euros de subvention déjà. Tu vois, sur Ah, peut-être. juste un Ah, sol. ok. Mais alors, moi, ça Ça, me dérangerait pas d'entendre cet argumentaire-là, en fait. voilà, J'entends voilà. des refus, mais quand Tu vois, j'entends des sur refus et qu'à côté de ça, donc il y a peut-être à réfléchir. Des fois, ça va coûter moins cher de refaire l'ensemble de la salle peut-être que le sol parce que tu auras plus de subventions. Ça, enfin, je le dis un peu aussi de manière caricaturale, hein, mais voilà. Une fois qu'il y a la décision politique de prise, je dis l'argent, enfin, c'est plus un souci, dans la limite de la taille de la commune et de ce qu'une commune peut faire. Mais on raisonne toujours avec un élu local, on raisonne avec on nous présente un projet, notre cerveau il est branché sur quelle aide je peux avoir, etc. Est-ce que je peux, c'est ce que je disais, c'est là où on a besoin. Est-ce que je peux avoir cette aide et réduire le coût du projet? Si effectivement, et tu vois là, ça vaudrait le coup d'avoir un échange peut-être avec Stéphane Lelon à la fédération qui maîtrise mieux ces dispositifs ANS. Si on peut trouver une solution pour apporter les subventions à la collectivité, rencontrer la collectivité, ça peut permettre de franchir le gap. T'as déjà, en plus, tu vois, il y a une vitrine avec un champion du monde. Il y a peut-être une porte d'entrée à prendre oui, parce que avec l'appui. au niveau de la commune, on prend sur, on a un salarié à mi-temps et puis un salarié en DGEPS. Il passe du temps dans les écoles pour faire le sport. Mhm. Au collège, on a une section sportive. On passe du temps dans les EHPAD. Enfin, je veux dire, on essaye vraiment de s'investir au sein de la commune. Au niveau des bénévoles, dès qu'il y a des activités au niveau de la commune, je leur dis, il faut qu'on joue le jeu parce que voilà, on est actif et clairement, je dirais qu'on fait partie des clubs qui sont actifs et à côté de ça, j'ai juste l'impression que et j'ai de Mhm. plus en plus de bénévoles qui me disent, bah, nous on veut plus y aller parce qu'on a l'impression de se faire, Ouais, désolé, je vais être cru, mais voilà. on se fait prendre pour des cons quoi. Oui, je comprends, je comprends. Donc Alors, je connais pas le maire de là-bas et tout, j'ai pas toutes les réponses, hein, ouais, mais bien en sûr, tout mais cas, il y a peut-être une réflexion à avoir sur le positionnement, peut-être là-dessus. ouais, Tu vois, un appui de la fédération des moments ou de la ligue, hein, ça peut ouais, faire un plus. ouais, ok, donc Et utiliser les puis instances quoi. un appui sur les financements, je pense. Ok, Voir très bien. comment. Bah, Mm. merci Voilà. pour cet échange. On va peut-être. Alors, si vous avez par rapport n'hésitez pas à me solliciter sur des points particuliers. Donc, soit moi, je saurai répondre, soit je vous mettrai en lien avec les collègues. Parce que du coup, je vois à l'heure qu'avance, hein, on s'engage à terminer autour de 20h30 ces séminaires et je vois que j'ai empiété sur le temps de Bruno. D'habitude, c'est l'inverse. C'est pas, Bruno, c'est pas grave. Bruno C'est a pas grave, levé la main Frédéric. d'ailleurs. Donc, je te Ouais, redonne la on parole. va essayer N'hésitez pas, en tout cas, à me recontacter si besoin. Alors, moi, je voulais rebondir quand même sur la première partie de ton intervention, Frédéric, quand tu parlais de la convivialité, de réserver un accueil aux élus, etc. Et puis sur ce qu'a dit aussi Delphine, c'est-à-dire que si on se place à l'échelle d'un club, on voit bien en fait les occasions qu'on peut avoir. Il y a davantage de proximité à l'échelle du club et de la commune. Quand on est élu de comité ou de ligue, c'est un peu moins fréquent. Alors, c'est souvent lié aux grands événements sportifs plutôt, mais les élus, on voit bien qu'ils sont très sollicités. Ils ne se déplacent pas toujours, hein, et plutôt rarement d'ailleurs, sauf si c'est un événement national où là, on peut espérer leur venue. Et du coup, ce dont je voulais témoigner là, c'est un peu ce que disait Delphine, c'est-à-dire à côté d'événements sportifs, pour un comité ou une ligue, on peut aussi avoir des événements autres, c'est-à-dire les 40 ans du comité, la venue du président de la fédération ou du président de la ligue, ou un colloque interdisciplinaire sur le thème de l'inclusion ou de la féminisation, que sais-je encore, d'avoir ce type aussi d'événements un peu différents qui permettent justement de capter et de faire venir des élus, quitte à leur donner un rôle aussi d'ailleurs dans ce type d'événementiel. Ça me semble important et en tout cas, merci encore de ce témoignage parce que je crois que pour le sport en général, hein, et le tennis de table en particulier,
c'est un axe vraiment à travailler, la relation avec les collectivités. Je pense que c'était sans doute pas suffisamment développé, c'était pas culturel, et de plus en plus aujourd'hui, avec l'évolution aussi des politiques publiques, on voit bien que ça sera de plus en plus important de tisser ce type de lien. Il y a une vraie place à prendre. Je suis convaincu, Paul Ping. Alors, on doit enchaîner sur la suite. Qu'est-ce que j'ai fabriqué? J'ai raté mon coup, je recommence. Tu avais un 5e point, tu vois, tu voulais parler du... Ah oui, j'ai oublié. Non, mais je l'ai évoqué. Ouais, tu l'as C'est évoqué. une porte d'entrée intéressante, c'est vraiment de vous positionner sur le scolaire. Voilà, enfin, je l'ai évoqué à plusieurs. C'est la compétence communale ou intercommunale. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel forcément une collectivité sera sensible. Mais on fera peut-être un webinaire spécifique sur les interventions dans le temps scolaire, avec les contraintes réglementaires, etc. Alors, on voulait terminer sur une autre thématique qui est la prise de parole en public. C'est un peu au cours d'échanges, notamment avec Isabelle, là, et ces derniers mois, où cette thématique-là est apparue comme étant une compétence transversale quand on est élu. Alors, ça se travaille en club, mais ça prend d'autres dimensions quand on est à l'échelle d'un comité ou d'une ligue. Et donc, là, l'idée, c'est de vous faire une petite sensibilisation en témoignant de mon expérience, mais aussi de mon expérience de formation, puisque j'ai suivi une formation à la prise de parole en public dans un cadre professionnel il y a quelques années. Et donc, voilà, je voulais partager ça avec vous, avec l'idée que on a tous une aisance ou pas avec la prise de parole en public. Certains d'entre nous, on va être très stressés, d'autres beaucoup plus à l'aise. Mais d'une manière générale, c'est accessible à tout le monde, hein. C'est pour ça que je dis, voilà, c'est comme le vélo, ça s'apprend. Euh, et il y a pas de blocage incontournable, on va dire, dans cette activité de prendre la parole en public. Et le point de départ, souvent, c'est de bien se connaître, justement, pour apprendre, justement, si on est quelqu'un de plutôt anxieux, de stressé, bah d'apprivoiser ça, et puis, au fil de l'expérience, de progresser pour s'améliorer. Moi, ça a été un peu mon parcours, hein. Je me souviens de mes toutes premières prises de parole, alors quand j'étais encore étudiant, mais je me souviens d'un enseignant qui m'avait témoigné m'avait fait ce feedback qui avait été très important. Il m'avait dit, bon, je suppose que tu es quelqu'un de très stressé, et effectivement, je l'étais. C'était la première, donc je n'étais pas du tout à l'aise. Mais il m'a dit, ton avantage, c'est que ça ne se voit pas. Et donc, partant de ce témoignage, ben, j'ai pu bâtir quelque chose où j'étais un peu rassuré sur le fait que ça ne se voit pas, et que donc je pouvais m'appuyer là-dessus pour progresser. Et puis après, donc, en développant des techniques, et puis en me formant, et puis grâce aussi à l'activité associative dans le tennis de table, les occasions de parler en public se sont multipliées, et donc grâce à ça, bah, j'ai maintenant un peu plus d'aisance et quasiment plus de stress lorsqu'il s'agit de prendre la parole en public. Donc, je ne vais pas être trop long pour pas trop déborder, parce qu'on risque de déborder. J'avais identifié, quand on se prépare à prendre la parole en public, il y a 6 questions fondamentales à avoir en tête. La première question, c'est la question du message. C'est-à-dire, le point de départ, c'est quels sont le ou les principaux messages que je dois faire passer. Si déjà à ce niveau-là, c'est pas tout à fait clair pour vous, eh bien vous courez des risques. Donc, en se préparant, c'est bien de bien identifier l'essentiel des messages que vous voulez faire passer. Le deuxième point, c'est est-ce que j'y crois? Donc là, ça questionne un peu
je dirais, un peu des effets de cohérence. Ça peut arriver hein, que vous soyez missionné pour représenter quelqu'un et dans les messages qu'il vous demande de porter, s'il y en a certains d'entre eux auxquels vous ne croyez pas fondamentalement, eh bien vous allez être en difficulté, ça va se sentir, le stress va augmenter, vous risquez de bafouiller. Bref, il faut vraiment qu'il y ait une cohérence hein, et que vous croyez au message que vous allez porter. Troisième question fondamentale, c'est qui sont-ils? Là, je veux parler de l'auditoire, savoir à qui vous vous adressez, combien ils vont être, quel est leur profil en termes d'âge, en termes de connaissances du tennis de table, par exemple. Est-ce qu'on a affaire à euh, sur certaines réunions plutôt à des arbitres ou à des entraîneurs ou à l'ensemble? Bref, plus vous avez d'informations sur votre auditoire, mieux ce sera. Ensuite, vos objectifs. C'est-à-dire qu'au-delà du message que vous avez à faire passer, vous avez aussi des intentions derrière. Est-ce que vous avez l'intention, par exemple, de mobiliser fortement votre auditoire pour qu'il se mette en action? Est-ce que, au contraire, vous devez être dans une posture d'écoute et d'échange parce que il y a une situation complexe à lever et que vous ne pouvez pas faire autrement que de laisser les gens s'exprimer pour avancer sur votre projet? Ou bien vous avez besoin de quelques volontaires à l'issue de votre prise de parole pour affiner le projet que vous avez présenté. Bref, vous avez des objectifs et donc là aussi, il faut les avoir bien en tête. Il y a la question des conditions techniques. Alors, c'est dans quel espace? Les gens sont assis, debout? Est-ce qu'il y a une estrade, pas d'estrade? Est-ce qu'il y a un micro, pas de micro? Est-ce que c'est une table ronde? Est-ce que c'est un amphithéâtre? Bref, là, de visualiser en fait dans quelles conditions vous allez être, c'est important pour vous préparer. Et puis donc la forme hein, de la prise de parole, c'est-à-dire sa durée, comment dirais-je, est-ce qu'il y a un protocole, vous intervenez après telle autre personne ou avant telle autre, est-ce que c'est interactif, est-ce qu'il y a la possibilité de donner la parole à l'auditoire ou pas, etc. Donc déjà, si vous faites le tour de ces 6 questions fondamentales, eh bien, je dirais que vous avez fait une grande partie du travail pour vous préparer. Ensuite, la prise de parole en public, on a souvent en tête le contenu, c'est-à-dire qu'on peut être focus, hein, notamment quand on a peu d'expérience, sur qu'est-ce qu'on a à dire et on va avoir tendance aussi à tout écrire pour se rassurer quand c'est les premières fois. On va être focus sur vraiment les contenus des messages et du discours. Et on a tendance à négliger les autres éléments, à savoir la voix. Alors, vous le voyez parce que là, en ce moment, j'ai tendance à perdre ma voix parce que j'ai eu des petits soucis, mais préparer sa voix, bah, c'est un élément important. Alors, notamment quand vous avez peu d'expérience, eh bien, avec le stress, on peut avoir des difficultés à bien poser sa voix, à parler suffisamment fort, etc. Donc, il y a des questions aussi de physique, hein, de respiration à prendre en compte et donc potentiellement de s'entraîner aussi hein, à prendre la parole en public et à s'entraîner seul chez soi, pourquoi pas. Et puis, il y a les questions de posture, c'est-à-dire de posture physique hein, qui viennent aussi là accompagner la voix. Et je pense notamment au fait de bien être ancré au sol, d'être droit pour que l'air circule bien. Ça fait partie aussi des éléments de posture que par exemple, d'utiliser les mains pour accompagner des messages, s'adresser à l'auditoire. Le regard, bien entendu, ça fait partie des éléments de posture. Donc, on voit bien qu'il y a 2 registres hein, dans la communication. Il y a le registre verbal d'un côté, et puis il y a tout ce qui est non verbal.
Et donc, j'avais envie de vous poser une petite question. D'après vous, qu'est-ce qui va compter le plus dans votre communication? Voilà, comme ça, spontanément, est-ce que vous sauriez estimer l'importance de l'un ou l'autre de ces éléments, d'après vous, comme ça? Je croyais avoir entendu que le non-verbal, c'était entre 60 et 80% finalement, et que finalement, le message, c'était entre du coup 40 et 20%. C'est-à-dire que c'est plus important d'avoir, on va dire, cette prestance et de discuter pour pouvoir faire passer le message, parce qu'en fait, euh, au fond, le fond en lui-même, il passe mieux lorsqu'on arrive à bien le véhiculer. Ouais. Alors, c'est tout à fait ça. Là, on se place vraiment du point de vue de l'auditoire. Qu'est-ce qui va lui permettre de mémoriser, de bien réceptionner les messages que vous avez à lui communiquer? Effectivement, il y a eu différentes études qui ont été faites. Alors, les chiffres peuvent varier d'une étude à l'autre, mais toutes montrent qu'il y a une importance prépondérante finalement du côté non verbal. Vous voyez, le langage corporel qui va accompagner votre communication, il est majoritaire. Et puis la voix et notamment le ton, hein, qu'on va donner à sa voix pour accompagner les messages, il va être très important. Et finalement, les mots, en fait, hein, si on se met à la place d'un auditoire, hein, bien souvent, on va être attentif, on va pouvoir mémoriser une toute petite partie des éléments du discours. Et donc, c'est grâce à votre langage corporel, et grâce au ton de votre voix qui va accompagner les mots que vous allez transmettre, eh bien de mettre l'accent sur justement quand vous aurez en tête le message ou les messages les plus importants à faire passer, eh bien, c'est là où il va falloir soigner votre langage corporel, le ton de votre voix pour accompagner ces mots-là que vous voulez absolument faire passer et que votre auditoire doit mémoriser en priorité. Donc ça, c'est effectivement un élément important. Alors là, ça, j'ai l'impression que ça bug. Non, ça y est, je réussis à passer à la suite. Donc, je vous ai mis là en complément une petite série de conseils que vous allez pouvoir retrouver. Je vais vous mettre des références. On pourra vous communiquer les slides pour avoir les références. Mais je me suis inspiré justement de la formation que j'avais pu suivre avec un formateur qui s'appelle Cyril Delay, qui a écrit, qui est formateur sur depuis de Bruno, ta longues diapo, elle est années. pas passée. Ta diapo est pas passée, Bruno. On est toujours sur Ah, la bah ouais, diapo 12. d'accord. Alors, moi, je la vois et là, j'ai bien vu qu'elle avait du mal à passer. Je repartage. Ça bug un petit peu de temps en temps. Est-ce que là, vous avez la bonne diapo maintenant? C'est bon. Voilà, donc Cyril Delay, il a notamment écrit un ouvrage qui s'appelle Tous orateurs, que je vous conseille. Et puis, je vous ai mis des références d'une petite vidéo euh, qu'il a faite aussi. Et donc, lui, il dit aussi, hein, dans un discours, dans la préparation, mais aussi dans distinguer le avant, pendant le discours. Il y a des questions, la question des émotions aussi qu'il faut véhiculer, notamment pour, je dirais, influencer votre auditoire, hein. Si vous avez des objectifs de convaincre, d'embarquer, d'écouter, eh bien, les émotions, elles vont être importantes aussi à faire passer. Et donc, il faut savoir les utiliser aussi. Et puis, il insiste aussi sur les faits, c'est-à-dire l'aspect, la raison, hein, c'est-à-dire que il faut que tout soit intelligible dans les messages que vous voulez faire passer, et donc dans les mots que vous allez choisir, euh, avec notamment des phrases courtes, des transitions, et puis donc la voix qui va aider à ponctuer les choses et pour vraiment faire passer les messages les plus importants. Et puis, à travers la posture aussi que vous allez avoir, mais ça va conforter une certaine légitimité. Tout à l'heure, je vous ai dit, si vous représentez quelqu'un pour porter un discours avec des messages auxquels vous ne croyez pas tout à fait, eh ben, cette légitimité-là, vous aurez du mal à la soutenir parce que vous ne serez pas à l'aise vous-même. Donc la légitimité, c'est aussi être en accord entre hein, le triangle est bien coordonné, si je puis dire, et c'est ça qui va vous donner aussi la légitimité et que l'auditoire va vous écouter
et que vous aurez plus de facilité à faire passer vos messages. Je ne vais pas aller sur le détail, hein, des petits messages. Je pense que des petits conseils, vous allez les parcourir pendant que vous m'écoutiez. On pourra y revenir si vous voulez dans les échanges. Mais je crois que tout en bas, vous voyez, moi, quelque chose qui me parle, qui a été assez très utile, en tout cas dans la formation que j'avais suivie, c'est d'une part le fait de tenir sa verticalité. Donc, quand on n'a pas une voix qui porte naturellement, comme c'est mon cas, eh bien la tenue, la verticalité pour avoir une bonne respiration, c'est très important parce que finalement l'air, c'est le carburant de la voix. Donc si finalement l'air ne circule pas bien, eh bien votre voix sera en difficulté, vous allez peut-être forcer et ça va se sentir. Et puis, bien entendu, le regard vers l'auditoire. C'est une manière aussi de s'adresser aux autres et puis d'embarquer aussi les autres. Et puis, c'est quelque chose qui rassure d'une certaine manière, parce que si on a le stress les premières fois de parler en public, eh bien, de capter des regards, vous verrez que généralement, il y a de la bienveillance pour celui qui prend la parole et de l'écoute. Et puis, donc, le fait d'habiter les silences. Voilà, c'est-à-dire que ne pas hésiter à marquer des pauses, voilà, à prendre le temps et de donner surtout le temps à votre auditoire d'intégrer les messages. C'est-à-dire que si on a un débit trop régulier, voire même trop rapide, eh bien, vous allez favoriser le décrochage. Alors que si vous marquez des silences, justement dans les moments clés, quand vous voulez qu'il y ait une attention plus forte, eh bien, à la fois, vous allez mieux communiquer vers votre auditoire, mais vous allez aussi vous je dirais, vous rassurer, vous allez reposer votre voix, reprendre votre souffle. Bien, physiquement, c'est aussi utile de marquer ces silences. Et donc, quand on additionne un peu ces conseils, eh bien, encore une fois, avec l'expérience, le stress que tout à chacun on peut avoir au moment de s'adresser à un public, eh bien, on peut le transformer en enthousiasme. Et là, on rejoint le registre des émotions. Quand on est dans le public et qu'on écoute quelqu'un, on a envie aussi qu'il nous fasse passer des émotions en plus des informations. Donc, tout le monde est gagnant lorsqu'on arrive à faire ça. Et donc, voilà, peut-être on aura un peu de temps pour échanger. Donc, vous voyez sur la slide qu'on va vous passer, vous avez une petite conférence de Cyril Delay qui reprend un peu pas mal de choses que j'ai abordées là très succinctement, pour ceux que ça intéresse. Et puis, je vous ai mis aussi il y a un outil qui permet de s'exercer et qui est basé sur des textes de discours de hommes et femmes politiques vivants ou morts. Et donc, l'exercice, on peut les faire seul et en ligne. Il s'agit d'abord d'enregistrer sa voix, c'est-à-dire de lire le discours qui nous est proposé. On peut faire plusieurs tests pour s'améliorer. Et puis ensuite, il est confronté avec le discours réel. Et vous verrez que c'est très utile parce que ça permet de s'améliorer, de voir vraiment comment les grands orateurs ont travaillé leur voix et utilisent les silences, justement. La question du rythme des phrases. Bref, voilà, si vous êtes curieux de cette compétence-là, je vous invite à aller voir ce site. Et puis voilà, je vous ai mis, on trouve beaucoup de conseils sur la prise de parole en public sur Internet. Je vous ai mis 2 exemples qui vont assez vite à lire pour aller plus loin. Ah, j'ai dépassé 20h37. Ouais. Non, mais t'as Mais été c'est pas mal quand même, passionnant. Bruno. On est pas mal, Bruno. On est pas mal. Merci Je peux beaucoup. poser des questions par rapport à l'intervention de Bruno?
Des questions, non, mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion, là, ces 2-3 dernières années, de faire des formations avec le CROSS, le GDOS, et puis aussi dans le cadre de la formation des 300 dirigeantes, où justement la prise de parole en public à chaque fois est travaillée. C'est pas quelque chose de facile, mais après, c'est pareil, il faut toujours s'entraîner. Merci, Delphine. D'autres remarques, questions? Eh bien, Isabelle, à toi l'honneur de conclure. Bon, excuse-moi, Ah, Frédéric, on va oui. peut-être remettre les deux dernières questions du sondage. Ah oui, vas-y, excuse-moi, j'ai oublié. Si vous êtes toujours resté connecté, Oui, t'as raison. sinon je vais Non, vous non, je remettre me suis déconnectée. Alors, bougez pas, je vais vous remettre les codes tout de suite à l'écran. Parce que vous voyez mon écran là. Hop. Ouais. Voilà, je vous laisse vous reconnecter. C'est bon. Donc on avait deux petites dernières questions. Je passe vite. Voilà, on voulait savoir Ah oui, c'est si vrai, vous t'as avez raison. voilà, si vous avez suivi ou vu les autres webinaires. Est-ce qu'il y a des thèmes que vous souhaiteriez voir approfondir plus tard? Alors pour ceux qui ont raté les épisodes précédents, bah, il y aura une dernière question plus générale où là, je pourrais mettre des thèmes qui peut-être ont été abordés avant, mais que vous pourrez mettre dans la dernière question. Cela dit, ils sont disponibles en replay. Tout à fait. Oui, après, beaucoup de choses à faire pour le club. Mon Ouais. temps est précieux. Je n'ai pas le temps de tout faire. Très bien, merci. Ben, voilà, il y a des éléments, voilà, les relations. Donc, oui, voilà, on se doutait que sur les thématiques abordées aujourd'hui, on est vraiment sur un enjeu de sensibilisation. Donc, peut-être qu'il faudra proposer des choses qui vont un peu plus loin. Voilà, puis la dernière question, c'est voilà, des remarques générales sur votre vécu de ce parcours pour l'instant, hein, parce que c'est pas encore fini, mais que ce soit sur les épisodes précédents, si vous les avez déjà vécus, sur ce que vous aimeriez voir en plus. Bref, voilà, c'est libre. Merci. J'ai pas fini. Ouais, le droit du travail. Ouais. Et puis, alors ouais, j'ai mon micro. Moi, en tant que présidente de comité et tout ça, mais aussi pour aider les clubs, hein. Parce Hum. que souvent, les présidents de club ou les présidentes de club, ce qui me renvoie, c'est on est des bénévoles, c'est pas forcément notre métier à la base. Et voilà. Ouais, c'est vrai que c'est très important du coup qu'au niveau qu'on se coordonne nous tous, hein, élus fédéraux et comités et ligues, pour apporter des réponses. Hein. Donc mieux on se coordonne et meilleure sera la qualité des réponses qu'on pourra apporter. Surtout sur des questions techniques comme ça. Hein, Alors sur le droit du travail, Ah, on c'est s'appuie, général, j'en là. profite hein, pour. Oui. Mais j'en profite pour faire le lien avec l'adhésion collective qu'on a contractée avec le Cosmos, hein, Mm. qui est, euh, qui est un organisme justement avec spécialiste sur le droit du travail et notamment pour le champ sportif. Mhm. Et donc, comme on a une adhésion collective, les clubs employeurs peuvent adhérer via cette adhésion, sans coût supplémentaire. Vous allez recevoir Et l'info du coup, d'ici la fin de semaine d'ailleurs. On a voilà. préparé une info à ce sujet-là. On a eu Voilà. au niveau du comité, on a eu l'info par rapport justement à l'adhésion au Cosmos. Mm. Puis On fait la semaine dernière, je crois, au niveau. Je sais plus, enfin, C'est voilà. possible, on fait une bonne relance avec une vidéo qui présente les services Ouais, du Cosmos, etc. Qui c'est va bien. partir
soit peut-être demain. Tiens, demain, D'accord, ok. je sais plus. On a calé ça aujourd'hui. Ah. Voilà. Et du coup, sur leur site, il y a des fiches pratiques vraiment pas très bien faites Mhm. et on peut aussi appeler les juristes quand il n'y a pas la réponse. En tout cas, merci pour vos retours là, précieux et merci de votre présence ce soir. À toi, Isabelle, ou Frédéric, je ne sais pas. Non, bah, Isabelle, pour conclure. Mais le micro, Isabelle, la conclusion sera plus simple. Pour parler en public, il faut mettre le micro. C'est un préalable qu'avait oublié d'expliquer Bruno, je vois. Effectivement, désolée. Donc, un grand merci Bruno et Frédéric pour vos interventions. C'était très, très intéressantes et très riches, avec le diaporama qui va suivre, j'imagine. Et voilà. Alors, vous avez parlé dans vos retours concernant vos attentes sur les besoins de gestion administrative des salariés. Effectivement, c'est un point qui est intéressant. Le prochain webinaire et sixième sera en fait dédié à la gestion, en fait, la création des emplois, plutôt dédié à des dirigeants employeurs. Comment motiver ses salariés, comment construire un plan de carrière, comment créer un emploi et quelles sont les aides à l'emploi. Ensuite, on parlera de groupement d'employeurs, de travailleurs indépendants, salariés. Les diplômes, est-ce que je prends un BP, un DE, un CQP, quel est le bon choix? Voilà, ce sera le thème de la prochaine fois. Et sans plus attendre, je vous souhaite une bonne soirée et merci pour votre participation. Merci à Et vous tous. Au pouvez faire revoir. suivre ensuite le replay dans votre réseau. Voilà. Très bien. Ben, merci beaucoup. Et une très bonne soirée, merci beaucoup, puis à la Bonne soirée. prochaine. Merci à tous. Au Merci à revoir. tous. Au Bonne revoir. soirée. Au revoir. Au revoir.